Tu étais la première sales. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 750, bientôt 800 employés chez Miracle. Je considère que 80% du travail est fait avant un rendez-vous. On a aussi connu un effet plateau, néanmoins en dégageant quand même 20% de croissance l'année dernière, donc ça a quand même été une très belle année dans une période plus difficile. J'allais dire. Le nombre de personas ou stakeholders à qui il faut vendre s'est multiplié par 2. Le métier a beaucoup changé parce que c'est un métier qui est beaucoup plus scientifique, on va dire, qu'il ne l'était. Il n'y a pas d'art de la vente. Il y a beaucoup de techniques de vente et c'est pour ça que le podcast existe. Absolument, j'allais dire, c'est la raison d'être de Vive la Vente. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Et aujourd'hui, pour ce 4e épisode de notre 7e saison, j'ai le plaisir de recevoir Laure Legal, Chief Revenue Officer EMEA de Miracle. Si vous ne connaissez pas encore Miracle, voici quelques informations avant d'accueillir notre invité. Miracle a été créé en 2012. C'est aujourd'hui le leader mondial des technologies de marketplace, dropship, catalogue et retail media pour le e-commerce. Ils sont les pionniers de cette économie de plateforme digitale qui a gagné en importance, comme vous le savez tous, de manière révolutionnaire. D'ailleurs, posez-vous cette question simple. Si vous avez réalisé un achat en ligne ces 12 derniers mois, il y a une chance sur 2 que ce soit via une marketplace. Quelques chiffres pour illustrer cette première statistique phénoménale. Miracle a la confiance de 450 clients grands comptes, des grands comptes comme Carrefour, Maison du Monde, Airbus, Conforama, Decathlon, Sonepar et bien d'autres. 450 clients donc qui sont eux aussi des leaders de leur marché et les résultats commerciaux vont de pair. 20% de croissance de l'ARR l'année dernière avec 160 millions de revenus annuels récurrents. Alors, pour revenir sur ces succès, et plus encore, et nous expliquer les méthodes de vente derrière cette croissance presque aussi exponentielle qu'impressionnante, je vais poser alors les questions principales suivantes. Comment est-ce que vous avez mis en place et comment est-ce que vous optimisez votre stratégie de vente auprès des grands comptes pour garantir une croissance continue ? Quelles sont les meilleures pratiques commerciales utilisées par Miracle pour structurer et pérenniser une machine de vente performante ? Quelle méthode de vente la force de vente de Miracle utilise-t-elle, et ce notamment afin de prouver son retour sur investissement, le fameux ROI, et enfin, comment est-ce que Miracle s'adapte constamment aux évolutions du marché pour trouver de nouveaux relais de croissance et aligner sa proposition de valeur avec les besoins de ses futurs clients. Mais d'abord, bonjour Laure, je suis ravi de te recevoir sur Vive la Vente. Comment vas-tu et comment va Miracle ? Bonjour, je vais très bien, merci. Je reviens de vacances, c'est très sympa, un podcast fin août. J'étais à la Baule, à l'Alpe d'Huez, donc j'ai eu la mer, la montagne et je suis en pleine forme. Tu reviens ressourcée ? Exactement. Et prête pour les défis de l'année, quels sont-ils d'ailleurs ? Miracle va très bien aussi. On est en plein boom, honnêtement. C'est un peu ce que je me dis depuis des années. Je pense que quand on est dans une boîte comme Miracle, faut savoir faire voler un avion tout en changeant les ailes et le moteur en même temps. Donc, écoute, l'actu chez nous, c'est beaucoup autour d'un nouveau produit qu'on a sorti qui s'appelle Miracle Ads. On se lance dans le retail média, ça nous change puisqu'on était plutôt créateur de marché et de catégories quand on s'est lancé dans les marketplaces il y a 12 ans. Et là, on est sur un marché existant, on est un peu le new kid in town, comme on dit. Mais on a une actu très chaude, notre premier client Maison du Monde qui a lancé son programme de retail média avec Miracle. Les résultats sont au-delà de nos espérances. Ils ont déjà plus de 70% de leurs vendeurs marketplace qui sont devenus des annonceurs retail média. Ils ont baissé leurs coûts advertising de 20 à 15% et ils ont surtout pour les vendeurs, parce que c'est très important côté annonceur dans ce marché, un coût par clic qui est moins cher, 2 fois moins cher que sur Google Shopping. Donc c'est hyper attractif et on est hyper ambitieux de ce qu'on va faire dans le monde du retail média. J'aime beaucoup parce que j'ai évoqué la question de prouver son ROI et ça commence déjà très bien. Mais c'est impossible de vendre autrement dans le monde d'aujourd'hui. Il faut être capable de démontrer la valeur métier et la valeur chiffrée. Le value selling. On va en parler. Le fameux. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce parcours parce que tu parlais de l'existence, la croissance, on va dire, inarrêtable de Miracle depuis quelques années. Et tu es depuis un certain temps, mais tu as aussi ce qu'on appelle un track record. C'est sur ça qu'on revient dans le début de ce podcast en général. Et tu m'avais dit en préparant cet épisode que ça tenait peut-être en une citation, donc je la relis. L'homme est un animal social. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus à travers notre question habituelle donc, comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Alors, je suis tombée dans la vente parce que j'étais pas du tout prédéterminée pour faire de la vente. J'ai démarré des études littéraires, hyper littéraires. J'étais en prépa littéraire et ensuite à la fac littérature française et anglaise.
Je suis en pleine période puisque j'ai un fils aîné qui vient de passer le bac et un deuxième qui est en seconde. Et à cet âge-là, c'est difficile de savoir ce que tu veux faire. En tout cas, quand j'ai fait mes études, il y a une chose qui était hyper claire. C'est que je suis un animal social. J'ai vraiment besoin de contact et c'est là où je suis meilleure en réalité. Donc, j'ai fait des études qui me déterminaient plutôt à des métiers de la traduction et éventuellement être prof. C'est des très beaux métiers, mais c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai complètement bifurqué. J'ai démarré dans le consulting. J'ai 3 étapes de carrière, on va dire, hein. Conseil, marketing et vente. Dans le consulting chez PricewaterhouseCoopers. Et puis dans le marketing chez IBM. Et je suis tombée dans la vente justement parce que j'ai fait 6 ans de marketing. Je trouvais le métier hyper intéressant, passionnant, j'avais tout appris. Mais j'étais très tournée vers l'interne quand même. J'avais peu de contact avec la presse, avec les clients, les prospects, les partenaires. Et ça me manquait en fait. Donc j'ai eu l'opportunité, dans les grandes boîtes, on te permet beaucoup de faire de la mobilité et j'ai eu la possibilité de passer dans les ventes. Ça fait 12 ans maintenant. C'est le plus gros tiers et j'aime beaucoup la vente parce que c'est un métier qui me permet... j'avais l'impression à un moment donné d'avoir un peu perdu du temps par rapport à d'autres commerciaux qui ont fait la sales school, l'école commerciale depuis leur plus jeune âge en tant que business développeur. Je devais pas être la meilleure commerciale, tu vois, les 2 premières années. Mais en revanche, ce background de conseil m'a appris beaucoup de choses dont on va parler, de consultative selling. Et puis 5 ans dans le marketing, ça m'a permis de très bien comprendre tous les leviers du marketing. Et marketing et vente travaillent main dans la main. Donc, Mais si on t'avait dit que tu deviendrais entre guillemets vendeuse et commerciale au début de ta carrière ou quand tu venais de passer le bac, tu n'y aurais pas cru? Non, mais je connaissais même pas ces métiers pour être honnête. Ben justement, j'allais te demander comment est-ce que selon toi le métier de commercial il a changé depuis que tu as commencé justement? Bon, la première chose, et ça me tient beaucoup à cœur, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes commerciales. Hein. C'est quand même une réalité. Il y a moins de 20% en France de femmes dans le monde du commerce de la tech. Et quand on monte dans les sphères de direction commerciale, encore moins, ce qui est extrêmement dommage parce que je pense que, comme dans tous les métiers, la parité apporte beaucoup. Et c'est un frein complètement psychologique. On parlera aussi tout à l'heure du goût qu'on peut avoir pour la tech et pour le produit. J'adore la tech. C'est aussi un métier où la parité est difficile, en plus la tech, bien sûr. Et puis c'est un métier passionnant et on travaille beaucoup là-dessus chez Miracle. On a une parité complète au sein de notre board de management où on est autant de femmes que d'hommes, mais aussi avec Isabelle Bénard qui est notre Chief Product Officer au sein des équipes produits. Donc c'est un sujet important et je pense que il a changé déjà avec effectivement une meilleure représentation, un peu plus de parité qu'à l'époque. Mais au-delà de ça, le métier a beaucoup changé parce que c'est un métier qui est beaucoup plus scientifique, on va dire, qu'il ne l'était. Il n'y a pas d'art de la vente. Il y a beaucoup de techniques de vente. Et c'est pour ça que le podcast existe. Absolument, j'allais dire, c'est la raison d'être de Vive la Vente. Tu le disais, tu as passé presque 10 ans chez IBM, vraiment, on y était presque, et tu décides de rejoindre Miracle en septembre 2013. Quelles sont les raisons qui te poussent à accepter ce nouveau challenge? Et en plus, je crois que quand tu arrives chez Miracle, tu deviens la première sales de la boîte. Donc c'était un petit moment. Ouais, on était 10 personnes. J'étais la 11e salariée et première sales. Ouais, c'est ça. En 2 semaines. En fait, c'est une rencontre par hasard parce qu'on voulait vendre à un client qui était Bouygues Télécom à l'époque, qui voulait faire une plateforme pour devenir un peu le one-stop shop du monde des telcos. Et puis, il fallait une technologie de marketplace. Et là, tu étais chez PwC? Non, j'étais chez IBM déjà. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de technologie qui permettait de faire ça. Okay. Je travaillais avec un super avant-vente qui était curieux, qui est allé regarder sur le marché. On a trouvé 2 acteurs qui faisaient de la marketplace. On les a fait venir au bureau à Bois-Colombes et on a fait venir donc les 2 cofondateurs, Philippe Corot et Adrien Nussenbaum de Miracle. À l'époque, ils étaient 3, hein, donc c'était une toute petite start-up. Et en fait, j'ai été conquise tout de suite. Pourquoi ? Parce que ce que tu cherches, et je le vois beaucoup dans les entretiens d'embauche qu'on fait chez Miracle, quand tu es dans la vente, l'idéal, c'est d'avoir une combinaison entre un super produit, un marché très porteur et des gens qui t'inspirent. Et j'ai eu ça tout de suite. J'ai vu en face de moi 2 personnes très terrain, très pragmatiques et en même temps visionnaires, parce que il y a assez peu de start-up françaises qui ont connu et qui connaissent l'itinéraire qu'on connaît dans le monde. Aujourd'hui, dans les années 80-90, il y a eu quelques très beaux éditeurs français comme Business Objects ou Criteo, mais il y en avait un par décennie.
aujourd'hui, il y a beaucoup de très belles startups scale-up et Miracle en fait partie et c'est une grande fierté. Donc, ils étaient visionnaires. Et puis par ailleurs, c'est rare aussi d'être sur la théorie parfaite de l'océan bleu parce qu'on se lançait dans un marché dans lequel il y avait pas encore de marché. Il fallait créer une catégorie qui est éditeur de solutions SaaS, marketplace et aujourd'hui dropship, retail media et paiement. Donc des gens visionnaires, un marché hyper porteur et un produit excellent. Il y a une obsession de l'excellence chez Miracle en termes de développement de produits. C'est pas évident de trouver ces trois combinaisons, surtout chez un jeune éditeur français. Je le disais, tu étais la première sales. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 750, bientôt 800 employés chez Miracle. Et parmi dans ces équipes, l'équipe commerciale, c'est la troisième plus grosse équipe après les labs et après les équipes Customer Success. On a au niveau global à peu près une centaine de commerciaux. Et si tu rajoutes les équipes marketing qui font aussi partie de ma responsabilité, c'est à peu près 130 personnes. Et tu disais les CSM ne font pas partie de ta responsabilité directe. Alors, on a deux équipes différentes et il y a beaucoup d'organisations différentes en termes commercial après-vente. On a une organisation Customer Success et qui est une organisation à part entière, qui ne fait pas partie de ma responsabilité, qui est une organisation globale. Et on a des équipes de account managers. Et les account managers reportent à la vente. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement de nos CSM est très métier. C'est un accompagnement qui... au contraire, je dirais, alors, il y a une dimension technique et fonctionnelle comme tous les CSM, mais il y a aussi quasiment une dimension conseil. D'ailleurs, les deux dirigeants sont deux ex-McKinsey, c'est pas par hasard, parce que implémenter une stratégie de marketplace est très disruptif. Les programmes de dropshipping et de retail media, tout ça, c'est des marchés nouveaux. Donc, il y a beaucoup de partage d'expérience, d'expertise, de transfert de connaissances. Et c'est ce que font nos équipes Customer Success. Donc, le commerce, le renouvellement des contrats, les renégociations, les upsells font vraiment partie des équipes commerciales, donc de ma responsabilité. Est-ce que maintenant vous êtes finalement le plus gros squal, le plus gros prédateur de cet océan bleu qui n'est plus un océan bleu ? Est-ce qu'il reste des océans bleus pour Miracle ? Il reste beaucoup d'océans bleus, mais effectivement sur notre marché, on est de très loin le leader mondial. Quand nos clients ou prospects nous posent la question de nos concurrents, moi j'aime bien plutôt généralement répondre en parlant de nous, je les laisse comparer, mais la réalité c'est que le prochain concurrent est selon différents KPI, que ce soit la GMV, on va dépasser même les 10 milliards de volume d'affaires qui transitent par la plateforme Miracle, 450 clients, donc que tu prennes un peu tous ces KPI, 160 millions d'ARR, le prochain concurrent est facilement 6, parfois 10 fois plus petit que nous. Entendu. Alors, aussi une belle anticipation, je le disais, 11 ans d'existence, maintenant vous êtes presque 800 employés. Donc. Avant de creuser encore plus cette organisation et les méthodes de vente, les enseignements qu'on peut en tirer, je voulais à nouveau parler chiffres. Est-ce que tu en as d'autres, par hasard, des chiffres à nous citer ? Alors, je vais rester peut-être vraiment dans le monde du commerce. Je pense que le premier, il n'est pas tellement un chiffre, c'est plus qualitatif, c'est les logos. Quand on est une entreprise en particulier qui passe de la start-up à la scale-up et aujourd'hui une grosse PME, on va dire, il est fondamental de s'appuyer sur des clients et des noms et des références qui soient reconnaissables, qui donnent confiance et aussi qui permettent de se positionner dans le segment enterprise, des grands comptes. Donc, depuis le premier jour, on a réussi, un de nos premiers clients, c'était les Galeries Lafayette, très rapidement, Carrefour, on a été capable d'avoir des très très beaux logos. C'est le cas en Allemagne, avec MediaMarkt, Zooplus, Conrad, c'est le cas en Espagne, avec El Corte Inglés, PC Componentes. Si tu prends le top 10 du e-commerce ou du retail dans chacun des pays, progressivement, on grignote 50, 70, 80% de ce top 10. Donc ça, c'est le premier, c'est pas exactement un KPI, mais c'en est un quand même. Le deuxième, je dirais que historiquement, on a toujours eu un excellent win rate. On a un win rate qui est autour de 21% cette année, qui était de 24% l'année dernière, qui a toujours été dans ces eaux-là. Il est calculé à partir de quelle étape du cycle de vente ? Est-ce que ça fait partie du ratio ? Ouais, il est calculé à partir de ce qu'on appelle un stage 1, une opportunité stage 1, c'est-à-dire l'opportunité de
pré-qualification et validation par notre organisation de business développement. Ok, donc post-rendez-vous découverte. Donc à la fin de cette étape, c'est à partir de là qu'on commence à calculer notre win rate. Donc 1 sur 5 est ensuite finalisé, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, quand on dit 1 sur 5, c'est souvent mis dans la RR. Et absolument, ouais. Ce qui est un excellent benchmark, vraiment. D'autant que on a la majorité des commerciaux qui arrivent à atteindre ce win rate. Pas tous nécessairement chaque année leurs objectifs, mais on a une bonne couverture aussi des objectifs atteints par chacun des commerciaux individuellement. L'autre, je pense, KPI qui est intéressant, c'est que on n'a jamais baissé notre average deal value. Elle a plutôt continué à progresser. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a eu une stratégie de monétisation par l'innovation. C'est la meilleure manière de le faire. Les clients apprécient généralement assez peu la monétisation uniquement décrétée par l'éditeur. Je vais augmenter mes prix. Ça marche pas extrêmement bien. En revanche, la monétisation en apportant en permanence de l'innovation et des nouveaux modules, en fait, les fonctionnalités, c'est le SaaS, mais des vrais modules. En 2021, 2022, nos équipes Lab m'ont sorti non pas 1 ni 3, mais 5 produits en une année. 5 nouveaux produits que les commerciaux peuvent monétiser, commercialiser. Je vais dire upsell et cross-sell constant coup chez vous. Oui, ou même sans faire de l'upsell et de cross-sell, proposer une offre plus complète et un package avec une average order value plus élevée au moment où on signe. J'aime bien cette phrase, sans faire de l'upsell et du cross-sell, juste une offre plus complète. Ça résume bien la chose. Est-ce qu'il y a d'autres KPIs que tu voulais nous citer ? Non, je pense que c'est déjà... Alors, peut-être un dernier. On sort de 2 années absolument extraordinaires en termes de croissance post-Covid. En mars 2020, quand on s'est réunis avec le comité de direction chez Miracle, on était en train de faire des scénarios qui supposaient qu'on allait peut-être retourner à notre revenu de 2015. On imaginait le pire. C'est exactement l'inverse qui s'est passé dans le e-commerce. On a connu en 1 an et demi la croissance de 10 ans. Alors évidemment, après cette année et demie, 2 ans, il y a quand même eu un effet plateau important et ça a été le cas, bien sûr, pour le monde de la tech en général. Donc on a aussi connu un effet plateau. Bon, néanmoins, en dégageant quand même 20% de croissance l'année dernière. Donc ça a quand même été une très belle année dans une période plus difficile. J'allais dire, est-ce qu'en 2022, vous aviez des niveaux de croissance similaires ? On était à 62% de croissance. On était bien plus élevé. Donc la croissance a un peu ralenti. Je dirais que le KPI qui est vraiment au cœur de mon radar depuis 1 ou 2 ans, c'est le pipeline en fait. Le pipeline d'opportunités et le ralentissement de la conversion. Ça, c'est une réalité, j'en parle en permanence. On a un petit groupe de CRO en France, on se parle régulièrement. C'est vrai pour tous mes collègues, donc c'est autour de ces sujets qu'on met en place des initiatives. Il n'y a pas de raison de se dire c'est uniquement un facteur externe et macroéconomique. Bon, c'est une réalité, mais pour autant, c'est une opportunité pour se réinventer. J'entends que tu es avec un petit groupe de CRO, donc je connais mes auditeurs, je ferai en sorte de savoir qui sont ces autres CRO et nous les recevrons évidemment sur le podcast. Avec plaisir. Pour revenir un petit peu sur les conditions écosystémiques dont tu parlais et en plus le average value deal, est-ce qu'elle a changé finalement cette moyenne avec t'as dit qu'elle avait un peu progressé ? En permanence augmenté depuis la création de l'entreprise, en permanence. On voit souvent un vrai besoin de revenir aux grands comptes, au logo, pour assurer un peu la pérennisation dans ces secteurs de force ou même essayer d'en attraper d'autres. Ça se voit chez vous justement cette importance encore plus donnée aux grands comptes ou pas ? On a toujours eu les deux. On a toujours eu des grands comptes. Ça faisait partie de votre stratégie dès le début ? Alors, notre stratégie au départ était vraiment d'attaquer les grands comptes parce que... les références dont on parlait tout à l'heure. Quand tu es une start-up de 10 personnes, il est fondamental de se créer une légitimité, même si nos cofondateurs venaient de Fnac, groupe Fnac, aujourd'hui Fnac Darty, qui est en soi déjà une très belle référence, c'était pas notre client et donc il fallait créer un track record. On a pour autant toujours eu des entreprises de plus petite taille et même des startups en fait. D'abord parce que c'est aussi dans l'ADN de l'entreprise. On est une boîte créée par 2 entrepreneurs et donc pouvoir aider des plus petites entreprises à se développer grâce au marketplace, au dropship, à l'économie des plateformes et au e-commerce en général, c'est vraiment notre ADN. On a par exemple travaillé avec Alltrix il y a plus de 8-9 ans. Alltrix à l'époque, c'était 30-35 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 170 millions, je crois. J'ai plus exactement le chiffre exact. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs comme ça dans le B2B Agnel, en automobile, qui est pas forcément un très grand groupe, mais une entreprise qui a su utiliser notre technologie pour connaître une croissance exponentielle. Rentrons un peu maintenant dans le vif du sujet. Ce qu'on dit souvent, c'est le cœur de la machine de vente. On a beaucoup effleuré cette notion, mais est-ce qu'on peut revenir sur la proposition de valeur de Miracle qui a aussi changé? On parlait de retail média.
On parlait aussi de marketplace au début. Comment est-ce que vous êtes évolué pour finalement offrir tout ce portfolio de solutions digitales désormais à vos clients? Oui. La proposition de valeur n'a pas changé d'un iota depuis le premier jour. La proposition de valeur, c'est qu'on veut aider les entreprises à accélérer fortement dans le monde du e-commerce grâce à l'économie des plateformes. Voilà. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Sauf que l'économie des plateformes a changé. Elle a évolué via différents modèles économiques. On est très connu en particulier en France, pour notre solution de marketplace qui permet de convertir un site e-commerce en place de marché. Et c'est un modèle économique où on prend une commission sur les ventes. Il y en a d'autres, comme le dropshipping, qui est un modèle d'achat-revente, comme ce qu'on appelle le One Creditor, qui est un modèle de plateforme adapté pour les entreprises B2B, avec une facturation unique, puisque la facture est importante quand on vend à des professionnels. Mais il y a aussi d'autres moyens d'utiliser l'économie des plateformes. Par exemple, en travaillant et en fonctionnant très différemment avec son écosystème de fournisseurs sur la création de catalogues de nouveaux articles produits et l'enrichissement produit. Les produits, c'est le nerf de la guerre quand on fait du commerce. Et donc, on a aussi développé des solutions de gestion de catalogue, de portail fournisseurs pour aider les entreprises à se référencer entre guillemets. Oui, à se référencer elles-mêmes. Le marché existe déjà depuis très longtemps. En revanche, on apporte la connaissance qu'on a de l'économie des plateformes pour permettre à une boîte de référencer des produits et des fournisseurs en quelques jours, voire en quelques heures, versus des processus extrêmement longs, manuels, par email, avec des outils pas du tout tech. Là, c'est des portails digitaux, des solutions SaaS et de l'intelligence artificielle, ce qui apporte une efficacité redoutable. Et puis, l'énorme marché dont je parlais tout à l'heure, qui est celui du retail média. Le retail média, c'est un monde dans lequel l'économie des plateformes a une vraie épingle du jeu à sortir, parce que elle a créé quelque chose qui n'existait pas vraiment dans le retail média jusqu'ici, c'est-à-dire un espace dans lequel l'offre et la demande existent déjà. On a déjà des annonceurs, et qui sont les vendeurs en fait, les fournisseurs, les marques qui sont présentes sur ces plateformes, et de l'autre côté, on a un carrefour d'audience colossal. Ouais. Si tu réunis tous les clients Miracle et le trafic qu'ils génèrent, Miracle, avec nos 450 clients, on est peut-être derrière, je sais pas, Amazon, Google, le troisième plus grand carrefour d'audience mondial. Donc c'est une opportunité colossale pour les marques. Depuis septembre 2013, comment les choses ont évolué dans votre organisation commerciale? J'imagine énormément. On parlait déjà du nombre de commerciaux qui est passé de toi à une centaine. Comment est-ce que le reste des équipes ont évolué? Est-ce que ça a évolué avec l'offre? Comment est-ce que vous êtes organisé? Ouais, on a dû prendre des décisions typiques d'une start-up qui grandit et qui se développe en scale-up. Les étapes de croissance sont assez classiques. C'est d'abord une croissance géographique, évidemment, donc il faut prendre des décisions intelligentes sur quel pays, quelle zone géographique attaquer. On a une approche assez pragmatique. Je me suis occupée de l'Espagne, par exemple, la première année, parce que je parle espagnol. Donc, tu vois, les critères de décision, au début, étaient assez simples. J'ai passé le bac. Voilà, voilà, exactement. Non, mais blague à part, on a une approche pragmatique. Je veux dire par là que on n'a pas ouvert un pays en mettant immédiatement 10 commerciaux pour attaquer le marché. On a toujours été, on s'est appuyé sur des équipes commerciales qui étaient plutôt headquarter en fait à Paris et qui avaient bien appris la proposition commerciale, la proposition de valeur et qui avaient un track record de succès. Et du coup, c'est plutôt ces gens-là qui sont allés développer l'international. Après 2, 3, 4 signatures, on a recruté des équipes commerciales locales. Donc ça, c'est la phase 1, c'est le développement international. Des têtes de poids un peu de moteur comme ça. Exactement, planter des banderilles dans chaque pays en fait. Ensuite, on a eu une stratégie d'organisation commerciale par verticaux. C'est quelque chose qui m'est cher dans la structure commerciale parce que je pense qu'on est beaucoup plus efficace quand on connaît intimement le métier de son client. Ça, c'est mon background de consultant, évidemment. Les cabinets de conseil sont vraiment organisés comme ça. Et c'est important parce que ça te permet de bien comprendre toute la chaîne de valeur d'une industrie, l'automobile, équipementier, OEM, distributeur, etc. Faire le value selling dont on parlait. Exactement. Et donc, d'avoir le travail de recherche et de compréhension suffisant pour, quand tu vas faire 3 rendez-vous dans la même semaine, ne pas avoir à adapter en permanence ton discours dans la mode, dans la banque et dans je ne sais quel secteur d'activité. Spécialiste de ces interlocuteurs. Idéalement, oui, dès qu'on a une masse critique. Quelles sont tes missions et celles de ton équipe désormais? Il y a quoi comme équipe aussi finalement sous ton management? Ouais. Alors, je dirige principalement 3 équipes, marketing, vente et account management.
marketing, donc toute la chaîne de valeur en fait, tout le go-to-market, on va dire. Ce sont des équipes qui sont organisées de manière assez classique. Je dirais que là où, de manière plus globale, on a pris des décisions importantes il y a quelques années, c'est qu'on est devenu une multi-product company. On est vraiment passé d'une entreprise qui vendait une technologie à plusieurs technologies. Et là, pour le coup, la décision a été de mettre en place des équipes commerciales dédiées pour la même raison qui est de développer un niveau d'expertise important. Quand on est dans le paiement, on veut des experts du paiement. Quand on est dans le retail média, on veut des experts du retail média et qui connaissent tout l'écosystème, le marché, les KPI, pareil pour les plateformes. Donc les experts dont on parlait un petit peu plus tôt. C'est quoi désormais les étapes de votre cycle de vente ? Tu gères tellement d'industries différentes. Enfin, finalement, vous gérez tellement d'industries différentes. Comment est-ce que vous faites pour essayer d'harmoniser un peu le tout dans vos process ? On a une méthode de vente qui est la même pour tous nos projets, mais je dirais qu'une chose qu'on a faite et que j'encourage beaucoup nos auditeurs à faire, c'est qu'au-delà du CRM et des étapes classiques, formelles d'un CRM, passer de stage 1 à stage 2, stage 3, stage 4, peu importe comment vous les appelez, c'est de formaliser un modèle d'engagement. Le modèle d'engagement, il va au-delà des étapes commerciales. C'est un mélange de méthodologie et puis ce modèle d'engagement, il va au-delà de la signature du contrat. C'est surtout une méthode et un document qui est totalement centré sur le client et pas centré sur tes méthodes de vente. Donc un modèle d'engagement, c'est finalement une page qu'on peut présenter à un client dans un cycle de vente et dans laquelle on lui explique comment il va acheter une technologie comme la nôtre. Quelles sont les étapes nécessaires de prise de décision sur ce type de technologie ? Par exemple, quand on achète une technologie de marketplace, c'est souvent, pour 90% de nos clients encore aujourd'hui, la première fois qu'ils font une marketplace dans leur entreprise. Donc les étapes amont qui sont la définition de la vision et de la stratégie de cette marketplace, quel est le positionnement unique, la unique selling proposition de cette marketplace, à savoir la stratégie d'offre, la stratégie vendeur et la stratégie produit, il faut qu'ils passent du temps à le définir. Et ils vont pas le définir en après-vente parce que ce sont des critères de décision importants pour qu'un board puisse valider un business plan et, in fine, le coût associé et donc l'achat d'une technologie comme Miracle. Et donc ça, on appelle ça un modèle d'engagement. Hein, exactement. Ça permet d'uniformiser un petit peu l'engagement client dans vos process pour la suite aussi. C'est l'uniformiser, mais je dirais que le vrai intérêt, c'est pas tant l'uniformisation, parce que ça, tu l'obtiens via ton CRM et tes étapes. On utilise en l'occurrence, nous, Salesforce. Mais c'est plutôt d'avoir une méthode de vente qui est customer-centric et sur laquelle le client va se reconnaître parce que quand tu lui parles des étapes de vente, tu lui parles de ce que lui va devoir faire et non pas du fait que toi, à cette étape, tu as besoin de envoyer un formulaire de commande, de négocier un contrat ou d'obtenir des validations. Ouais, c'est une sorte de feuille de route partagée qui permet vraiment de l'impliquer à chaque étape, quoi. Exactement. En termes de culture, est-ce qu'il y a une culture un peu distincte chez vous, chez Miracle, depuis le temps maintenant ? Je pense que le premier élément qui distingue la culture de la boîte, c'est la culture de nos cofondateurs. On a une culture d'entrepreneur. Elle est d'autant plus importante aujourd'hui que il faut appliquer, et c'est une méthodologie de vente d'ailleurs qu'on est en train de déployer chez Miracle, on en reparlera peut-être, qui est la méthodologie Challenger. Il faut avoir un esprit entrepreneur pour oser et avoir une approche beaucoup plus directe avec ses clients et ses prospects. Et donc, oui, il y a un esprit entrepreneur dans lequel la liberté d'action donnée aux managers commerciaux, aux équipes commerciales est en fait assez forte. Néanmoins, il y a une culture d'exigence importante et d'excellence. Je considère que 80% du travail est fait avant un rendez-vous et que on doit considérer chaque rendez-vous client, chaque call de prospection, chaque discovery call comme un grand oral. Et donc, il faut arriver en étant hyper préparé, en ayant fait son travail de recherche sur le compte, sur le contact, sur les partenaires, sur l'écosystème, sur l'entreprise, leurs concurrents, nos clients, nos références, nos KPI. C'est le point de départ pour être un excellent commercial. J'allais te demander justement, vous avez beaucoup d'exigences, notamment dans les rendez-vous de préparation, et quelles sont les choses que
vous mettez en place justement pour bien suivre ces rendez-vous. Mais tu as déjà un peu répondu. Si vous pouvez ajouter quelque chose à cette question, une petite tournure, est-ce que vous mettez en place des outils pour aider vos commerciaux à préparer leurs interactions clients et si oui, lesquels? Des outils et une organisation et une structure spécifique. D'abord, on a investi assez tôt, il y a plus de 4 ans maintenant, dans une organisation de Sales Enablement. Et le Sales Enablement, on a, c'est pas une énorme équipe, justement, ils sont hyper efficaces et impactants en n'étant pas non plus hyper nombreux. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'investir. Je pense qu'ils sont 5 ou 6 au global dans cette équipe. Pour 100 commerciaux. Et un bon ils ratio. couvrent généralement, je crois que le ratio c'est 35 commerciaux pour un enabler à peu près. Mais c'est vraiment une structure dédiée à part avec Nive qui est notre patronne enablement global. Elle est importante cette équipe parce que... Vous l'avez créée en quelle année? On l'a créée il y a 4 ans, je dirais. Ouais. En 2019-2020. On l'a créé au bon moment. On l'a créé à un moment où on scalait et justement c'est là où ce que tu me demandais tout à l'heure, sur l'innovation. Voilà, s'assurer qu'il y a un niveau d'exigence équilibré et équivalent dans tous nos pays et tous nos hubs. On est présent, on a des bureaux dans 13 pays dans le monde. Ça devient fondamental de s'organiser. Donc cette équipe s'appuie sur un portail d'enablement, de content management et de formation, et avec des processus pas uniquement de communication ou de formation, mais vraiment de certification des équipes commerciales. On parlait à un moment donné de license to sell, comme une license to kill, permis de vendre, permis de tuer. Et donc ce permis de vendre, on l'a dans les premières étapes quand on onboard les nouveaux commerciaux ou même marketeurs pour s'assurer qu'ils se sont appropriés les produits, les références et la proposition de valeur. Donc ça, c'est je pense une première partie importante de notre recette de succès, je dirais, et je recommanderais vraiment à toute entreprise de se pencher sur la constitution d'une équipe et des professionnels de l'enablement. Au-delà de ça, on s'appuie de plus en plus depuis 2 ans sur de l'intelligence artificielle. C'est absolument passionnant et révolutionnaire ce que l'IA va apporter, pas seulement à nos produits en tant qu'éditeur de logiciels, mais aussi à nos méthodes de travail chez tout le monde en fait, dans l'entreprise, les équipes revenue operation, la manière dont elles travaillent sur du reporting ou de l'enrichissement de données clients dans notre CRM, les marketeurs pour de la gestion de création de contenu, de la traduction, et puis même les équipes de business développement utilisent de plus en plus de l'IA pour effectivement créer du contenu extrêmement pertinent et personnalisé, mais à l'échelle, et être capable de couvrir un volume important d'outbounding, par exemple, tout en restant hyper pertinent et personnalisé. D'ailleurs, peut-être un fait intéressant pour nos auditeurs, on a toujours eu des stagiaires dans notre organisation commerciale. Jusqu'ici, c'était des stagiaires plutôt d'école de commerce. Et là, on a complètement pivoté. Nos stagiaires sont des stagiaires qui sont plutôt des data analysts, data scientists, parce qu'on veut cette compétence métier et AI. Prendre du recul sur ces méthodes de vente, c'est aussi le meilleur moyen de les accélérer grâce à l'IA. Je pense que l'équipe Sales Enablement est aussi là pour ça. Mais très pratique. Est-ce que tu as d'autres exemples de votre utilisation de l'IA? Est-ce que vous utilisez vos commerciaux à le faire de manière isolée pour accélérer leur processus de leur côté? Oui, mais c'est, je dirais, très drivé aussi dans l'entreprise, du haut vers le bas. Philippe Vous avez un Corot, abonnement premium à l'échelle de l'entreprise, par exemple? Oui, absolument. On a un abonnement à l'échelle de l'entreprise à OpenAI. On a un partenariat avec Mistral AI. En tant qu'entreprise, on a développé notre propre IA qui s'appelle AMI, Artificial Miracle Intelligence, et qui est intégrée maintenant dans la majorité des produits Miracle. Pour être honnête, on n'a pas attendu les dernières générations d'intelligence artificielle. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle générative a accéléré énormément l'innovation que ça apporte à nos produits et à nos méthodes de travail. Je pense que maintenant, là, on est en 2024, on s'en parle. Quand il y a 2 ans sur le podcast, on l'évoquait de manière plus anecdotique, plus à la mode. Tout le monde voulait et commençait à l'utiliser dans des secteurs peut-être moins à la pointe que celui de Miracle, mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Et Up2, évidemment, y compris à sa propre solution d'IA en interne. Et je pense que c'est important que tout le monde s'en munisse. Et on a fait un épisode spécialisé sur la question sur l'IA qui est sorti en août, si jamais vous avez envie d'y revenir.
Je voulais revenir sur une dernière chose. Comment est-ce que vous pilotez et garantissez l'efficacité de vos collaborateurs ? La première chose, c'est que on a des outils de pilotage de l'efficacité des commerciaux. J'ai peu parlé jusqu'ici du fait que je pense que ce qui drive beaucoup mon management au quotidien de cette organisation, c'est ce qu'on appelle avoir une data-driven sales organization. C'est une initiative que j'ai lancée il y a plus de 3-4 ans dans mon précédent rôle. Ça me semblait fondamental. Et le point de départ, pour l'anecdote, c'est que je me rends compte en discutant avec un de mes commerciaux un jour dans l'open space qu'il maîtrise parfaitement ces KPI basiques, on va dire, d'objectifs personnels. Si tu rentres dans l'open space et que tu lui demandes quelle est ta target ce trimestre, il te donne un chiffre dans la seconde. Si tu lui demandes t'en es où en termes d'achievement de ta target du trimestre, t'as fait combien d'ACV, il te donne le chiffre dans la seconde. Mais si t'enchaînes et que tu lui demandes très bien, et c'est quoi ta target de pipeline, il te regarde avec des yeux en soucoupe et il est incapable de te donner un chiffre. Et en me rendant compte de ça, je me suis dit qu'il était hyper important d'équiper chacun des commerciaux de toute la suite d'indicateurs, de toutes les étapes de conversion de notre funnel, en fait, pour qu'il soit en mesure de piloter son territoire. Sinon, à aucun moment, il sait s'il met en place les bonnes actions avec son business developer, son équipe field marketing, l'équipe alliance partenaire pour générer du pipeline ou au contraire se concentrer sur le closing des opportunités matures. Donc, Data-driven sales organization, c'est le fait à tous les niveaux. Le mien, évidemment, avec notre équipe Revenue Operations, parce que j'ai parlé de notre outil secret qui est l'équipe Enablement, mais l'autre outil secret, et je dirais que les deux sont la colonne vertébrale de la structure commerciale chez Miracle, l'Enablement à droite et Revenue Operations ou Sales Ops de l'autre côté. Ce sont des équipes avec qui on collabore au quotidien. Si un jour je suis absente, je suis en rendez-vous, je peux pas animer un forecast commercial, c'est ma patronne du Revenue Operations ou quelqu'un dans son équipe qui va le faire parce que c'est eux qui connaissent le mieux le business, les deals en cours et les KPI. Donc cette équipe-là fait en sorte qu'on soit équipé de nos indicateurs de performance, et je disais ça va bien au-delà de la target du trimestre et le montant de deals signés en cours. C'est effectivement des indicateurs de création de nouvelles opportunités, donc stage 0, stage 1, la conversion par source, etc. Assurer un tout petit peu les rouages, entre guillemets, parce que ça va ruer toutes les composantes de votre machine de vente, ouais. Finalement. Je voulais revenir sur les proportions newbies et upsell et cross-sell que vous pouvez avoir. Ouais. Comment est-ce que ça se définit chez vous ? C'est assez simple, c'est 80-20, en tout cas en Europe, puisqu'on est une entreprise française, on a évidemment une base client beaucoup plus importante pour le moment dans les pays européens, même si on a plus d'une 50aine de clients aux US maintenant, donc on a beaucoup de clients aussi là-bas. Mais on a en Europe 80% de complètement newbies, d'acquisition de nouveaux clients. Donc on est encore dans un marché de conquête et avec un potentiel de croissance très très important dans chacun des pays et chacun des produits qu'on vend. J'allais dire, vous avez aussi des nouveaux produits. Mais l'upsell se développe beaucoup. À titre d'exemple, j'ai un objectif de 20% cette année. On a fait 10% l'année dernière et c'était moins de 6% l'année d'avant. Donc c'est l'upsell une partie qui se développe beaucoup. On a créé d'ailleurs il y a 4-5 ans une structure de account management dédiée. Okay. On en parlait tout à l'heure, mais au début de l'aventure Miracle, il n'y avait pas de account manager. On a des contrats d'assez longue durée, 4, parfois 5 ans. Et du coup, il y avait assez peu de clients qui arrivaient en renouvellement. Et puis, quand ils arrivaient en renouvellement, le renouvellement se faisait bien. Presque tacite, ouais. Ouais, on a un autre KPI dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'on a un net retention rate très, très élevé chez Miracle. Et heureusement, c'est un signe vraiment on va dire, de solidité, puis surtout de confiance dans le produit et dans les équipes d'accompagnement. Donc, c'est important pour nous. Donc, cette équipe de account management est là pour gérer à la fois les renouvellements et puis les upsells, puisque on a aujourd'hui beaucoup plus de produits à vendre, comme j'en parlais tout à l'heure. Pour faire encore plus profiter à nos auditeurs des méthodes qui ont permis de tels résultats, j'avais envie de disséquer d'autant plus vos process de vente. Tu m'as dit que sur ces 10 dernières années, il y avait un truc assez intéressant, vos personas ont beaucoup changé. Avant, ils étaient 5 en moyenne, maintenant ils sont 2 fois plus.
Qu'est-ce qui a changé, selon toi? Alors, plusieurs choses. La première chose qui a changé, c'est que il était tout à fait possible de vendre en s'adressant à 3, 4, 5 interlocuteurs clés dans l'entreprise il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a doublé. Donc, le nombre de personas ou stakeholders à qui il faut vendre s'est multiplié par 2. C'est encore plus visible post-Covid. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, d'abord, le CFO est devenu le nouveau CEO de l'entreprise. Les acteurs dans le monde, en particulier dans le retail, sont dans un... Voilà, quand le contexte économique est difficile, les entreprises souffrent et donc quand elles font des investissements, d'abord elles ont beaucoup réduit les investissements à plutôt des projets qui sont là pour améliorer l'existant plutôt que vraiment des projets d'innovation et top line. Et puis en plus, il faut plus qu'avant encore dégager un ROI qui est très très clair. Et donc, ça veut dire que ils sont très précautionneux dans la manière dont ils achètent de la technologie. Là où il y a eu un vent d'innovation hyper intéressant post-Covid, là on revient à des achats beaucoup plus raisonnés et même parfois très conservateurs, dans laquelle le critère de gestion de risque est hyper important. Donc la validation doit passer par beaucoup d'interlocuteurs. Beaucoup d'interlocuteurs, c'est quelque chose que j'ai vu notamment dans une étude, en fait, toujours avec mon petit club de CRO, là, on avait échangé une étude qui montrait effectivement la multiplication du nombre de décisionnaires. Ça veut dire qu'il faut, on utilise la méthode MEDDIC, on est passé à MEDPIC récemment, on en parlera après, mais donc ce champion n'existe pas. Ce sont des champions protéiformes. Voilà. Et il faut être capable de mettre en face de ces champions aussi l'équivalent et des interlocuteurs. Donc une couverture commerciale beaucoup mieux mappée avec nous-mêmes. Et je dirais même, pour moi, ce qui est le facteur clé de succès, nos partenaires. On peut pas vendre seul. On ne vend pas seul. Ça n'existe pas. Et donc, plus que jamais, il faut avoir cette culture très tôt dans les cycles de vente, de mapper ces 10, 12, 15 interlocuteurs avec des interlocuteurs chez nous, des business développeurs, des exécutifs, voire CFO to CFO, mais surtout avec des interlocuteurs à l'extérieur, des partenaires, des board members de Miracle, des senior advisors, etc. On a fait récemment un webinaire qui s'appelait « Transformer son prospect en champion ». Avec un super vendeur, il est dispo sur notre chaîne YouTube sur replay et ça me rappelle à la méthode MEDDIC et MEDPIC dont tu viens de parler. Vous avez utilisé ces deux méthodes, là vous utilisez donc plutôt MEDPIC. Est-ce que tu peux revenir sur ce qu'elles permettent d'accomplir pour nos auditeurs et ce dont ils peuvent tirer des enseignements? Bien sûr. On en parle abondamment chez Up2, mais... Ça permet d'avoir la première chose. En général, ces méthodes de vente, il y en a plusieurs. Adoptez-en une. Elles se valent, elles sont toutes intelligentes, conçues depuis plus d'une trentaine d'années sur l'expérience de très nombreuses entreprises, raffinées avec le temps vraiment pour le monde de la tech. Si vous êtes dans la tech, donc MEDDIC est une bonne méthode. Il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une méthode et une structure commune. Ça permet d'avoir quelque chose de très important dans le monde de la vente, c'est ce qu'on appelle, pardon pour l'anglicisme, un forecast accuracy, c'est-à-dire que on sait de quoi on parle, un champion est un champion, une opportunité validée ou qualifiée est une opportunité validée et qualifiée, qu'on parle des mêmes critères. Et ça, c'est fondamental parce que quand on regarde sur la masse toutes les opportunités, il faut que ce soit une donnée qui soit pertinente, objective et fiable. Il faut pouvoir faire confiance à l'appréciation subjective de tous ces commerciaux avec des critères objectifs. Exactement. Donc ça, c'est assez simple. Pourquoi on a évolué je vais peut-être plutôt répondre à cette question-là. Pourquoi on est passé de MEDDIC à MEDPIC? Parce qu'il y a 2 nouvelles lettres et qui sont des lettres sur lesquelles on travaillait peu et sur lesquelles je me suis rendu compte que c'était d'autant plus important dans cet environnement post-Covid qu'on a déjà décrit. Le paper process, c'est pas l'étape dans laquelle généralement les commerciaux sont les meilleurs. On est assez tard dans le cycle de vente, il y a un vent d'enthousiasme, on n'est pas loin de la signature et là, généralement, on perd un peu de concentration. Généralement, mes commerciaux me disent oui, c'est en cours de validation au board. On ralentit devant la ligne d'arrivée. Ouais, et là, alors, validation quand? J'ai besoin d'une date. Le board, c'est qui? J'ai besoin de nom. Quelles sont les étapes? Enfin bref.
On a besoin d'avoir beaucoup plus de précision sur les étapes de validation, surtout dans un monde enterprise où ces processus de validation d'un contrat, d'un addendum, d'un formulaire de commande prend du temps. Et donc, il faut être précis si on veut maîtriser l'atterrissage en fin de trimestre, par exemple, ou à une date précise de son contrat. Donc ça, c'est la partie paper process. La deuxième, c'est competition. Et oui, parce qu'on le précise, ceux qui l'avaient pas entre Medic et Medpic, il y a bien sûr un P, mais il y a aussi un deuxième C. Et un deuxième C, et ce deuxième C, c'est competition. Competition, on l'avait pas, il n'existe pas dans Medic, ce qui n'était pas une difficulté pour nous parce qu'on a toujours eu des concurrents et évidemment on les observe, on apprend, on est meilleur parce qu'on a des concurrents, mais on a toujours été assez pionniers et donc en avance sur notre marché. Et vous parlez plutôt de vous que d'eux, comme tu me le disais tout à l'heure. On parlait surtout de nos clients d'abord et puis ensuite de nous, c'est-à-dire qu'effectivement si on est interrogé sur la concurrence, je laisse le soin à mes clients de comparer et je leur donne les données les plus objectives possibles pour qu'ils voient d'eux-mêmes le gap qu'on a réussi à créer avec la confiance de nos clients. Mais la concurrence, elle est protéiforme en fait. Et il faut surtout pas considérer le C comme concurrent, mais comme competition. Et le premier competition dans un monde où les budgets sont de plus en plus restreints, c'est d'autres projets au sein de l'entreprise, voire pas de projet. Et donc bien comprendre, grâce à nos partenaires, quels sont les projets en cours, quelles sont les priorités. Est-ce qu'on peut, dans un grand projet de transformation digitale, se greffer sur ce projet-là et donc sur ce budget, plutôt que d'être en concurrence avec ces budgets, c'est aussi quelque chose qui accélère l'efficacité commerciale. On peut creuser le cross-sell et l'upsell aussi dont on parlait tout à l'heure. Et selon toi, en 2024, quelle est la meilleure manière de vendre ? Bon alors, je vais vous annoncer un scoop assez simple. Allez chez les clients. Je suis devenue l'ennemi numéro 1 de Zoom, de tous les conf calls, de Teams, de tout ce qu'on veut en fait. Il faut absolument, mais absolument, retourner chez les clients, voir des clients, organiser des Discovery Day dans ses bureaux, bien sûr participer à des conférences, mais ça les gens ont recommencé à le faire, mais les gens ont oublié le fait de simplement se rencontrer. Or, un rendez-vous ou une signature n'a rien à voir quand on est présent dans la même salle. Pour l'anecdote, on a un gros client en Espagne avec qui on a passé 1 mois et demi sur des revues juridiques qui patinaient. Leurs juristes nous envoyaient un fichier Excel de 87 lignes en dehors de notre contrat avec tous les points à revoir. On s'arrachait les cheveux. J'ai demandé à notre directeur juridique, qui le faisait pas habituellement, peut-on aller en Espagne, à Madrid, s'enfermer dans le bureau avec eux 3 heures? À l'issue des 3 heures, sur les 87 lignes, il en restait 4. Ça n'a rien à voir de travailler face à face dans la même salle avec des clients. Donc, à toutes les étapes de vente, premier conseil, c'est simple, retournez chez vos clients. Bon, après ça, en 2024, je pense que les méthodes de type value selling, enterprise selling ont fait leurs preuves. On en a finalement pas trop parlé aujourd'hui, mais même chez IBM, j'avais déjà une équipe dédiée qui s'appelait des business value assessors ou business value consultants. C'est pareil chez Miracle, on a une équipe qui s'appelle Platform Advisory Team et qui aide dans les cycles de vente à construire finalement le business plan et le business case de ces projets. Au-delà de cette équipe, on forme même tous les commerciaux pour qu'ils sachent comment est construit un PNL e-commerce, au-delà même des coûts Miracle, quels sont les coûts des équipes, quels sont les coûts de paiement, les coûts marketing associés, pour qu'ils parlent le même langage et qu'ils soient capables à la fin de cette première étape du cycle de vente de permettre à leurs champions avec un S de présenter un dossier de décision complet. Donc voilà, je pense qu'en 2024, le ROI est absolument fondamental. Et puis le dernier point, c'est que il est absolument fondamental d'être curieux de ses clients. J'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de l'exigence. Et du challenger sales aussi un petit peu, parce que pour challenger son client, j'avais envie qu'on revienne aussi là-dessus, parce que c'est quelque chose que vous venez d'incorporer finalement à votre réflexion sur les méthodes de vente. Ouais. Où vous poussez les commerciaux à adopter cette méthode, si tu pouvais la curiosité, je pense que c'est le premier attribut fondamental et même critère de recrutement pour moi d'un commercial. Si je prends des exemples dans ma propre expérience, je me suis retrouvée au bout de 3 ans chez Miracle en charge de la Scandinavie.
Alors, je ne connais rien au marché scandinave. Il y a 4 grands pays. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, évidemment, dans un premier temps. Et puis, je suis tombée sur une stat qui montrait que 45% des consommateurs dans les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, achètent à des pays étrangers, achètent cross-border, principalement en Angleterre, en Allemagne et en France. C'est une data que j'ai passé pas mal de temps, je l'ai dénichée, mais c'est une vraie data marché. Ça m'a permis, dans mes premiers rendez-vous de prospection, de mettre en avant cette data en disant, mais arrêtez de laisser fuir vos clients et le wallet share que vous pourriez avoir chez des sites e-commerce concurrents étrangers. Rapatriez-les dans vos pays et grâce à la marketplace et des vendeurs et des marques étrangères, ramenez vos clients sur vos sites e-commerce pour qu'ils achètent directement en Suède, en Finlande ou dans vos pays. Cette stat-là, c'est comme tout. Si j'avais pas eu la curiosité de vraiment bien comprendre ces marchés, je serais passée à côté, j'aurais été beaucoup moins impactante. De la même manière, quand on a travaillé avec des acteurs comme Showroom Privé, comme Privalia ou comme Secret Sales en Angleterre, ce sont des retailers e-commerçants. Tu pourrais croire que c'est exactement comme un Galeries Lafayette ou un Fnac. Pas du tout. C'est un modèle de vente flash ou de vente privée. Donc, ils ont un modèle un fonctionnement très différent par campagne. Et donc, c'est saisonnier. Donc, par exemple, tu ne peux pas, comme on avait l'habitude de le faire, leur parler de catalogue. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de catalogue existant. Ils n'ont que des campagnes de produits les unes après les autres. Bon. Donc, cette connaissance intime, cette curiosité, c'est ce qui te rend légitime. C'est ce qui fait que tu as un échange, que tu as un échange authentique avec le décisionnaire et qu'il va t'écouter et te faire confiance. Donc, la curiosité, c'est vraiment savoir de quoi on parle, et je dirais surtout c'est aussi savoir écouter, poser les bonnes questions. On n'est pas censé arriver en rendez-vous et connaître mieux que notre interlocuteur son métier, mais en posant les bonnes questions, en étant réellement curieux, on met en place un échange de confiance qui est fondamental dans le suite de la vente. Quand on a préparé cet épisode, juste avant l'été, je t'ai demandé quels étaient vos sujets de prédilection chez Miracle en termes de vente, et tu m'as répondu la vente B2B et particulièrement la vente de valeur, dont on a déjà abondamment parlé. On l'a dit, ça s'appelle le value selling. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur cette méthode de vente qui tient le haut du pavé d'ailleurs depuis une dizaine d'années? D'abord, c'est quoi la vente de valeur pour Miracle? La vente de valeur, c'est une vente qui est inspirée du monde du conseil, parce que c'est une vente dans laquelle, qu'on appelle aussi consultative selling, dans laquelle la première étape, c'est l'analyse. Il faut comprendre l'existant chez un client. Dans le conseil, on parle de situation as is to be, situation existante, situation future, et on analyse donc l'existant et on identifie soit les problématiques, soit les opportunités. Et à partir de là, on va construire une situation future et dans laquelle on va décrire une situation future dans laquelle on met en avant les bénéfices pour le client de changer et de prendre le risque d'évoluer, d'investir. Évidemment, dans cette méthode-là, jusqu'ici, à aucun moment, on n'a parlé ni de technologie, ni de nous-mêmes. J'ai pas commencé à parler de Miracle, j'ai pas commencé à parler de SaaS, ni de marketplace, ni de retail média. On parle de sa situation à lui, on parle de ses problématiques et de ses opportunités. Donc la vente de valeur, c'est ça, comme point de départ. Ensuite, en comparant ces deux états, on revient à cette histoire d'indicateur de performance. L'idée, c'est aussi de pouvoir illustrer la situation future par des KPI. Il faut que ces KPI poussent l'entreprise à prendre une décision. Il faut qu'il la mette en mouvement et qu'elle soit prête à acheter une technologie. Et ces KPI, il y en a des centaines, il y en a des milliers, il y en a par métier. Les directions RH ont leurs propres KPI, les directions commerciales, marketing, c'est le repos en telco, c'est le CPC dans le retail média, c'est la GMV en marketplace. Donc il faut identifier ces KPI qui peuvent être des KPI de croissance ou d'efficacité, de rentabilité. Et c'est à partir de ça qu'ensuite on va vendre, on va positionner la proposition de valeur de notre technologie. Voilà ce que c'est que le value selling. Clair et net, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre, donc je vais pouvoir passer à mes toutes dernières questions. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je pense à 2 conseils qu'on m'a donnés qui ont été importants. Le premier, c'est un recruteur. J'ai eu un entretien avec un recruteur il y a plusieurs années. On était allés déjeuner ensemble pour faire connaissance, on avait parlé de beaucoup de choses.
Et puis à la fin de l'entretien, je lui ai demandé un feedback à chaud. Il m'a fait un feedback, plein de feedback positifs, très agréable. Et à la fin, il m'a dit, mais en revanche, vous gagneriez beaucoup à être plus rugueuse. Alors, ça résonne beaucoup et c'était hyper intéressant parce que les commerciaux sont souvent des bons communicants, des personnalités très rondes. On aime dire oui quand on est commercial. Il faut être rugueux dans le sens où il faut avoir un peu d'aspérité. Sinon, on marque pas beaucoup son interlocuteur et surtout, on ne crée pas au fur et à mesure du cycle de vente une certaine friction. La friction est positive. Elle est positive parce que ça permet de positionner le fait qu'on a des points de vue, que le client partage une idée ou un projet, on n'est pas forcément d'accord parce qu'on a des exemples factuels qui montrent dans le passé que ça n'a pas marché, par exemple. Et donc, avoir plus de rugosité, plus d'aspérité, ça m'a beaucoup aidé et dans la vente et dans le leadership et le management. Puis en fait, ça fait gagner du temps quand on est commercial de savoir dire non parfois. Ça fait gagner beaucoup de temps, c'est cette fameuse méthodologie Challenger, ce qu'on est en train de déployer en ce moment, créer de la tension constructive, positive dans un cycle de vente. C'est ce qui permet de mieux contrôler en fait son cycle de vente. Tu dis qu'il y avait un deuxième conseil. Oui, l'autre conseil, c'est un conseil de Philippe Corot, un de nos 2 cofondateurs, qui a ce chic pour avoir des phrases très très pragmatique. Il m'a dit, tu sais Laure, mieux vaut 1 tien que 2 tu ne l'auras pas. J'adore le twist parce que il met les points sur les i. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente, quand de conseils à marketing, tu faisais déjà les premiers switches? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Sois plus direct. Et enfin, on a parlé du Challenger Sales. C'est une théorie qui a été popularisée par le livre éponyme du même nom, le Challenger Sales. Est-ce que, en parlant de ça, tu as des références culturelles comme des livres ou même d'autres œuvres audiovisuelles, par exemple, à recommander aux directeurs, aux responsables commerciaux qui nous écoutent? Le premier conseil, c'est d'acheter un bouquin qui sort en septembre par Virginias, qui s'appelle « La vente commence quand le client dit non ». Virginias, c'est mon mentor. C'était mon mentor chez IBM. Une super patronne des ventes et je pense que c'est par le titre on vient de parler d'aspérité, de rugosité, c'est ce que j'attends. Je l'ai pas encore lu mais je suis sûre qu'elle parle de ça. Déjà rien dans le titre rien que dans le titre on a envie de le lire. Et puis au-delà de ça, je vais pas vous surprendre mais je parlais tout à l'heure de l'importance de la curiosité, d'être curieux. Je trouve que le meilleur conseil que je puisse donner à un commercial, c'est d'être curieux dans la vie aussi. Réellement curieux, authentiquement curieux. Lisez des romans, lisez des essais, allez au cinéma, allez voir des expos. Je suis personnellement passionnée de photographie, donc j'ai fait 6 mois année, c'est pas une année, une demi-année sabbatique chez Miracle il y a 2 ans pour m'inscrire à l'école de l'image des Gobelins où j'ai passé une certification en tant que photographe. Faites d'autres choses, soyez vraiment curieux, lisez des livres. J'ai relu Le Comte de Monte Cristo par hasard, j'étais pas du tout au courant. Vu que ça fait 1200 pages, ça m'a quand même pris un peu de temps. Donc je l'ai commencé en début d'année quand on parlait pas encore de la sortie du film. C'est un bouquin extraordinaire. Et quand vous échangez avec vos clients, vos prospects, vos partenaires, vous savez, si vous attaquez tout de suite dans un déjeuner sur le business, c'est pas comme ça qu'on crée une vraie relation. Ça peut aider de parler cinéma. Bien sûr, de parler de plein d'autres choses, des choses qui peuvent les intéresser. Soyez curieux d'eux-mêmes et puis soyez curieux dans la vie. Vous apporterez beaucoup de richesse dans ces échanges commerciaux. Comme par exemple, savoir un peu plus sur l'import-export en Scandinavie, ça peut être toujours utile. Par exemple. Voilà. Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Laure. Merci d'avoir répondu de manière aussi exhaustive mais aussi précise à toutes nos questions et pour cet épisode de Vive la Vente. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je rappelle que si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, j'attends votre avis et votre commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, vive la vente et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode et merci encore pour tes réponses. Merci.